dans les années qui viennent, il va se poser un problème incontournable, je veux dire, avec lequel on ne pourra plus éviter de l'opposer. Ce problème, c'est que la majorité des employés, quand je dis employés, je ne parle pas des employés de bureau, comme on disait autrefois, c'était ça qu'on appelait les employés autrefois. Un employé, c'est un salarié. Donc, d'Alan Greenspan à la femme de ménage, en passant par l'urologue, chirurgien dont je parlais tout à l'heure, qui ne vous opère plus de la prostate parce que les robots font ça mieux que vous, et les avocats, parce que les avocats sont en train de se retrouver au chômage en ce moment très très dur aux États-Unis déjà, tous ces gens-là vont se retrouver licenciés. Je ne parle pas, évidemment, des ouvriers qui travaillent à la chaîne. Mercedes a déjà, depuis des années, une entreprise qui produit les moteurs des grosses cylindrées à Munich, où il n'y a aucun employé. Enfin, il y a 10 ingénieurs. Voilà. Le reste, ce ne sont que des robots. Tout ça, c'est fini. Mais ça pose un très très gros problème. C'est que tout ce que vont produire ces robots, il n'y aura plus personne pour l'acheter. S'il n'y a plus de salaire, il n'y a plus de pouvoir d'achat. Et s'il n'y a plus de pouvoir d'achat, il n'y a plus d'acheteurs. S'il n'y a plus d'acheteurs, il n'y a plus de marché. Donc tout se casse la gueule. Inévitablement. En fait, je pense que c'est une très bonne nouvelle, la robotisation. C'est la nouvelle que Karl Marx, dans les Grundrisse, dans les fondements de la critique de l'économie politique, avait en 1857 posée. Il disait à ce moment-là, il n'a pas repris cette thèse ensuite dans le Capital, mais il disait à ce moment-là, en réalité, les machines vont encapsuler de plus en plus de savoir, et à un moment donné, elles seront automatiques. Et il n'y aura plus besoin de salariés. Il a dit ça, Karl Marx. Il a dit à ce moment-là, eh bien, enfin, l'homme pourra se mettre à vraiment travailler. Parce que travailler, c'est pas être salarié. Le salarié ne travaille plus. Le salarié, il fait ce qu'on lui demande, parce qu'il a été prolétarisé. Qu'est-ce que c'est que le salariat? C'est la prolétarisation. Les salariés apparaissent lorsque leur savoir est capté par la machine, et qu'ils deviennent un serviteur d'une machine dont ils ne savent plus comment elle marche. C'est ça la prolétarisation que décrit Karl Marx en 1848. Et en 1848, il dit, et ça touchera tous les salariés, pas seulement les ouvriers. Ça commence par les ouvriers, après ça sera les cadres, ce qu'on appelle les agents de maîtrise, puis les ingénieurs, et puis finalement ça touchera tout le monde. Eh bien, figurez-vous que le 23 octobre 2008, il y a un type qui a été convoqué à Washington, qui s'appelle Alan Greenspan, et on lui a demandé de s'expliquer. Mais monsieur Greenspan, comment se fait-il que vous ayez nommé Bernard Madoff à la tête du Nasdaq? Pourquoi avez-vous laissé s'écrouler Lehman Brothers et les subprimes et les credit default swaps, etc. C'est vous tout ça? C'est vous le patron de la Banque fédérale? Quelle est la réponse de Greenspan? Il dit, ah messieurs, attendez, non, c'est pas moi. On a donné un prix Nobel d'économie qui préconisait l'automatisation du traitement pour aller plus vite que les hommes à faire de la vente d'actions à la nanoseconde pour permettre de combler l'insolvabilité. C'est pour ça qu'on a créé les subprimes. Et il dit, maintenant je me rends bien compte, on est le 23 octobre, ça fait 2 mois que je vois la catastrophe. Je me rends bien compte que c'était une énorme erreur. C'est une énorme erreur, dit-il, parce qu'on a perdu l'intelligence du fonctionnement de tout ça. On a tout délégué aux automates, on a tout délégué à des algorithmes, et en réalité, on n'avait plus de critique du fonctionnement de ces automates. On avait perdu la connaissance du fonctionnement de ces automates. Qu'est-ce qu'il dit, Alan Greenspan? Il dit qu'il a perdu le savoir de l'économie, qui a été piqué par les automates. Mais il dit exactement ce que dit Karl Marx en 1848. En 1857, il dit, mais la conséquence, ça sera qu'il y aura des robots qui deviendront, il n'appelle pas ça des robots, il appelle ça des automates, qui se développeront. Et finalement, tout le monde pourra avoir du temps pour quoi faire? Pour apprendre, pour développer de nouvelles formes de savoir, et finalement pour être capable de désautomatiser les automates. Qu'est-ce que je veux dire? Je vous recommande la lecture d'un article qui est paru dans le Monde diplomatique d'un roboticien, informaticien, automaticien et mathématicien qui s'appelle Frédéric Kaplan. Je le connais très bien. Je l'ai fait venir à plusieurs reprises ici au Centre Pompidou. Il travaille en Suisse, à Lausanne. Et il a écrit un article sur Google il y a 2 ans. L'article s'appelle « Quand les mots valent de l'or ». Et le sous-titre, c'est « Le capitalisme linguistique de Google ». Et il explique que Google a fait de la langue un trésor.
pas seulement de la langue, mais des gens qui utilisent les langues. Les centaines de langues du monde entier sont aujourd'hui tracées, traquées par des technologies de traçabilité, par les algorithmes de Google. Et avec ces algorithmes, Google, par l'utilisation de ces algorithmes et l'analyse en temps réel des comportements de vous et moi sur Google, est capable de faire de la traduction automatique, qui n'est pas de très bonne qualité, mais si vous recevez un message en chinois, par exemple, moi je ne lis pas le chinois, bon, vous pouvez mettre votre message reçu en chinois sur Google Translate et vous aurez une traduction. Google me prend de vitesse. Je suis en train de commencer à taper un mot et hop, il me termine le mot, puis il me propose plusieurs autres mots avec ce qu'on appelle un pop-up. Et en fait, il m'attire sur les AdWords. Parce qu'il a intérêt à ce que j'aille voir ça. Parce que là, pour ça, c'est des mots qu'il a vendus aux enchères. Il les a vendus aux enchères sur le marché des AdWords. Et chaque fois, parce qu'il garantit le résultat hein, quand il vend un mot aux enchères, chaque fois qu'il y a un hit sur ce mot-là, eh bien, il garantit son résultat. Et en plus, quand il dépasse le résultat, il peut augmenter sa prime. Donc c'est un système extraordinaire, fabuleux. Moi, je m'en sers tous les jours. Hein. Je vais sur Google peut-être 200-300 fois par jour. Mais ça pose un problème. Ça pose le problème que progressivement, d'abord, vous l'avez peut-être remarqué sur vous-même, l'autocomplétion, on trouve ça sur Google, on trouve ça sur les SMS, on trouve ça en fait partout aujourd'hui. Tous les systèmes font de l'autocomplétion. L'autocomplétion, ça a pour effet que ça vous arrive peut-être de relire vos mails et de vous apercevoir, oh là là, toutes les fautes que j'ai laissées dans ce mail. Nous sommes tous dysorthographiés. C'est ce que montre Frédéric Kaplan. Et nous le sommes parce que nous nous habituons progressivement à ce que le robot garantisse l'orthographe à notre place. Mais Frédéric Kaplan dit, c'est bien, mais ça va poser un problème à un moment donné. Parce que quand on sera totalement dysorthographique, le robot n'arrivera plus à nous corriger. Ça deviendra absolument incohérent. Et ça, c'est en train d'arriver aux jeunes générations. C'est pour ça que je veux qu'ils apprennent d'abord l'orthographe, avant d'utiliser des ordinateurs. C'est pour ça que je veux, moi j'ai jamais été contre l'emploi des calculettes à l'école, mais une condition, c'est d'abord qu'ils aient appris les tables de multiplication, les résolutions d'équations, les extractions de racines carrées, etc., etc. Parce que sinon, ils sont dépendants du système, ils sont prolétarisés. Il faut aujourd'hui utiliser l'automatisation pour déprolétariser les individus. Vous savez, aujourd'hui c'est bien connu, tout le monde apprend ça à l'école. Maintenant, quand j'étais petit, on n'apprenait pas encore ça à l'école. Maintenant, on apprend à l'école que l'univers est en expansion et qu'il est anthropique, c'est-à-dire qu'il s'indifférencie. C'est une grande combustion nucléaire qui aurait eu lieu à l'époque de ce qu'on appelle le Big Bang. Et cette grande combustion nucléaire produit des cendres et qui retombe dans un désordre généralisé, c'est-à-dire une indifférenciation de l'univers. Depuis Schrödinger, qui était un grand physicien, mécanique quantique, astrophysique, etc., cette théorie de l'entropie a connu, Schrödinger et beaucoup d'autres, hein, a connu une autre théorie qui s'appelle la théorie de la négantropie. Schrödinger dit, au début du XXe siècle, le vivant, c'est un processus de négantropie, de lutte contre l'entropie. Les êtres vivants, ils vont dans le sens contraire de l'univers. L'univers se dégrade, tout devient poussière, tout se décompose. Par exemple, le granit que vous voyez, dans 100 ans, ça sera du sable, etc., etc. Tout fout le camp, si vous voulez. Comme nos corps se dégradent, mais tant que nous sommes vivants, nous luttons contre notre propre dégradation en mangeant, en copulant. Et finalement, depuis Darwin, on sait que tout ça produit de la différenciation, de ce qu'on appelle de l'évolution. Mais la théorie de l'évolution de Darwin, c'est un effet de ce que Schrödinger appelle la négantropie. Les langues, les objets techniques, les œuvres d'art, c'est une super négantropie. C'est une manière que l'humanité a de différencier encore plus, de produire de l'intelligence. C'est ce qu'on appelle de l'intelligence. C'est-à-dire que des singularités, je ne sais pas moi, Léonard de Vinci par exemple, ce type dessine, il y a déjà pas mal d'années maintenant, quelques siècles, un truc qui vole. Et Clément Ader, à la fin du 19e, dit, ce truc qui vole, il va vraiment voler. C'est le premier avion. C'est très singulier de penser à un truc qui vole. Bon. Et ça, c'est une entropie faite par des êtres humains, pas simplement par des asticots ou des grands singes, mais par ce qu'on appelle des êtres humains. Ces êtres humains ont une capacité à développer des choses, à produire énormément de nouveautés. Et les langues, qui sont extrêmement diversifiées, y compris à l'intérieur d'une même langue, la langue de Proust n'est pas la langue de Molière, qui n'est pas la langue de Camus ou de Zola. Donc il y a des singularités qui inventent sans arrêt la langue, y compris la bonne de Proust. Françoise, dont il dit, mais elle aussi, en faisant des fautes, elle a inventé quelque chose de la langue. Il reprend les inventions de sa bonne.
de Françoise. Eh bien, Kaplan montre que Google est en train de détruire cette diversité. Parce que Google hiérarchise tous les mots en fonction de ses annonceurs. Donc, un petit peu comme la hiérarchisation du JT, si vous voulez. Progressivement, du journal télévisé, je veux dire. Progressivement, on réduit la variabilité linguistique. Et en plus, la dysorthographie fait que progressivement, on devient de plus en plus dépendant de Google, donc on perd de la compétence linguistique et orthographique. Et ça, c'est très dangereux. Et c'est le même problème que Greenspan. Les robots, c'est très bien à condition de développer une intelligence collective capable de les désautomatiser et de les faire évoluer. Donc d'être plus intelligents que les robots. D'utiliser les robots pour ce pourquoi ils sont utiles, et à un moment donné, de les brider, de les limiter et d'inventer d'autres types de robots pour produire quelque chose de nouveau. Pour cela, il faut développer ce que nous appelons à Ars Industrialis une économie de contribution.